Les Scandinaves, ce sont vraiment des cultures scandinaves nordiques, donc tout ce qui est Suède, Norvège, Finlande, Danemark, Pays-Bas. Voilà, ils ont colonisé. Mais il y a eu aussi une mixité à un moment donné. C'est pour ça qu'on retrouve certains caractères entre les ogames des Celtes et les caractères runiques des Nordiques, des petites choses qui viennent se corréler un tout petit peu. Les mystères du cachot. Tout n'est pas mystérieux, mais ça c'est une autre aventure. On s'était rencontrés, on était bien, c'était un dimanche après-midi, nous parlions, nous étions avec Morgane et Magali du Chaudron. J'ai eu le plaisir de te rencontrer, Gwenaël. Salut Gwenaël. Salut, plaisir partagé. Tour de rond, puisque tour de rond c'est fait, et puis finalement tu nous as présenté ton attrait, ton intérêt, un univers fort intéressant et nourri et pétri, j'allais dire, de mystères, de symboles, enfin de mystères pour ceux qui ne les comprennent pas, mais j'aime bien le terme de mystère parce que nous l'utilisons et un mystère c'est la terre des mystes et un myste étant un initié, on pense que finalement dans les runes il doit y avoir beaucoup de mystères quand même. Il y a beaucoup de mystères, c'est un langage divinatoire, c'est une écriture antique, donc comme toute écriture antique, il y a un attrait à la magie. Donc tout le monde connaît les runes, oui et non, mais pour ceux qui connaissent, la plupart, c'est souvent un art divinatoire. On jette les runes, comme celle-ci, et on les décode. Mais ce n'est pas que ça. On va y revenir ensemble, Gwenaël, pendant ce moment partagé. Justement, les runes, il se dit, lorsqu'on veut quitter un petit peu les sentiers cinématographiques, que finalement, on irait côtoyer peut-être une des premières civilisations, je dis peut-être. Il y a eu ces idées, finalement, de grands peuples du Nord qui auraient essaimé. Je ne sais pas si c'est vrai, mais... Alors, oui et non. Après... il faut savoir que dans toute mythologie antique, elles sont toutes similaires, que ce soit les Nordiques, les Grecs ou autres. Tout le monde a à peu près... Chacun reprend. Voilà, chacun reprend. Il y a eu du folklore par-dessus. Après, de l'œuf ou de la poule qui est venu en premier. Pas toujours facile. Hein. C'est ça. On en est de même pour nos civilisations finalement. Donc c'est pour ça ce côté mystère, mystique, je le trouve très attrayant justement. Alors est-ce qu'il y a eu, avant qu'on rentre dans notre sujet de manière plus marquée, finalement une forme de porosité entre l'univers celtique et l'univers des runes? C'est la même chose. Quand je dis celtique, c'est nous, bretons et aux bretons, si tu veux, qui nous a amené finalement cette culture après gauloise. Il y a eu, c'était vraiment deux cultures bien scindées. Hein. Voilà. Il y avait les Scandinaves, il y avait les Celtes. Les Celtes d'origine viennent d'Europe centrale. Et au fur et à mesure des conquêtes romaines, ils ont été repoussés vers la côte atlantique et ensuite vers la Grande-Bretagne. Les Scandinaves, ce sont vraiment des cultures scandinaves nordiques, donc tout ce qui est Suède, Norvège, Finlande, Danemark, Pays-Bas. Voilà, ils ont colonisé. Mais il y a eu aussi une mixité à un moment donné. C'est pour ça qu'on retrouve certains caractères entre les ogames des Celtes et les caractères runiques des Nordiques, des petites choses qui viennent se corréler un tout petit peu. Et puis, ça reste des cultures qui étaient géographiquement proches. Donc automatiquement, il y a certainement eu... Alors ces runes, on pourrait les apparenter à des peuples qu'on a bien connus, même en France, hein, nos Vikings, repris. Tu l'évoquais tout à l'heure, langage divinatoire, on va forcément s'accaparer de ça, mais aussi langage, les runes. Le langage, c'était un système d'écriture, il y avait quand même 24 caractères. Voilà ce que j'allais venir, il y a un alphabet. On vulgarise avec le terme alphabet, on devrait dire futarque, parce qu'alphabet, ça reprend alpha, bêta, les deux premières lettres. Voilà. Là, on dit futarque, ça reprend les 6 premiers caractères. Ce qui correspond au F, au U, au TH, le fameux The en anglais, etc. Voilà, tu sais, je reviens sur l'alphabet parce qu'il faut que je te le glisse quand même. On est dans les mystères du cachot. Alpha étant l'esprit, Beth étant la femme enceinte, la maison. On est bien dans la maison de l'esprit. Voilà. Donc, inévitablement, on peut être quand même dans un alphabet. C'était mon petit clin d'œil entre nous. Oui, donc, langage qui était utilisé. C'était un langage utilisé pour se faire comprendre aussi, pour communiquer. Après, comme toute langue, il y avait différentes manières d'aborder cette langue-là. On le voit, nous, en tant que Français, avec la langue française, entre les Belges, les Suisses, les Québécois et d'autres régions du monde, le français ne se prononce pas toujours de la même manière, on n'a pas les mêmes expressions. Et d'une personne à une autre, la façon d'écrire est différente. Bien sûr. Donc ça marchait pareil pour toutes les écritures
qu'elles soient nordiques ou autres. D'accord. Aujourd'hui, on peut parler aussi de symboles sur ces 24, oui. Je veux dire formes pour l'heure, parce que je ne veux pas rentrer, moi, dans le détail des runes. 24 symboles, donc importants. Masculin, féminin, ils ont des forces à ce niveau-là ou pas? Alors, c'est un peu dans toute culture la suprématie de l'homme sur la femme. Donc il y a plus un caractère, on va dire, masculin. Malgré tout, il y a toujours un pendant féminin. Sur la toute première rune Féou, elle est liée au dieu Frey, mais aussi à la déesse Freya. C'était sa sœur, peut-être sœur jumelle, enfin sa sœur. Donc voilà, il y a plusieurs contreparties. On peut pas, c'est pas si manichéen que ça. On ne peut pas dire c'est tout blanc ou tout noir. Sans vouloir te piéger, mais est-ce qu'on a aujourd'hui, en France, en l'occurrence, des vestiges de cette civilisation? C'est-à-dire quelque chose qui soit de phonétique, de mots, de symboles? Qu'est-ce qu'on a gardé des runes? Il y a des prénoms qu'on retrouve en France, genre Irving, par exemple. Irving. C'est vraiment une connotation, une consonance viking. On retrouve ça surtout dans la région Normandie. D'accord. Là où il y a eu... Éric le Rouge, rien à voir, moi. Ah, bonne question. Il fallait que je la glisse, voilà. Tu te doutes bien. Mais oui, on n'est pas quand même, je dirais, envahi, malgré tout. On va chercher peut-être des prénoms, on est encore de l'ordre du subtilité. On n'a pas conservé... Il y a des petites choses similaires, des mots, on le voit de toute façon avec certains mots français par rapport à la langue anglo-saxonne, sachant que la langue anglo-saxonne découle directement ou indirectement de cette culture-là, y compris la culture germanique. Donc, automatiquement, quand on a des mots qui ont des consonances un peu allemandes ou un peu anglophones, il y a une origine commune. Alors, t'es tombé, j'allais dire, dans ce bain, parce qu'inévitablement, ça ne peut être qu'un très grand bain. On y passe sa vie, elle ne suffit pas, de toute façon. Aujourd'hui, malgré ton jeune âge, tu as des prestations, on va l'évoquer quand même, mais c'est important, bien que l'âge n'altère en rien le poids du savoir. Mais je veux dire, comment t'en es venu justement à travailler et t'inspirer des runes? Déjà, de base, j'ai grandi dans l'ésotérisme par le biais de mes parents, donc j'ai toujours connu ça. Ça fait 40 ans que je connais ça. Donc du coup, j'ai vraiment eu cette ouverture-là par mes parents. Et un jour, ils m'ont foutu dans les runes avec des bouquins. Donc, alors justement, on fait un clin d'œil. Là, tu m'as fait une petite sélection, Le pouvoir des runes d'Odin. C'est ça. On a ici La voix des 24 runes. Des 24 runes de Galdars Cheshador. Ouais. Les pseudonymes sont assez compliqués des fois. Oui, c'est pas toujours aisé. Le savoir des runes, ça tu le conseilles, tu m'as dit que c'était un très très bon livre bel ouvrage. Et puis j'ai commencé vraiment par celui-ci, le grand livre des runes, chez Trajectoire. Alors là, on a une rune de plus ici. Il y a une rune de plus parce que dans la culture moderne qu'est la nôtre, il y a une 25e rune qui a été inventée dans les années 70, qui est une rune blanche sans symbole, qui regroupe les 24 précédentes. D'accord. Alors justement, ce bain qu'on évoquait, ça a été quoi, un symbole plus qu'un autre qui t'a marqué, des histoires, qu'est-ce qui t'a fait rentrer? C'est vraiment la mythologie autour et aussi la magie, tout le côté ésotérique. Faut pas oublier que là, ça revient un peu à la mode au goût du jour avec les films Marvel et tout, mais jusqu'il y a encore peut-être 10-15 ans, c'était considéré un peu comme de la magie noire, les runes. Et quand j'ai commencé, c'était compliqué de trouver un livre qui faisait paraître du bien avec. On peut faire du bien et du mal avec tout. Quand tu parles de magie noire, je fais un clin d'œil. C'est vrai que, triste histoire, mais le Troisième Reich s'était forcément singularisé sur sa quête du pouvoir occulte. Et les runes étaient repris par le cinéma, parce que tu le portes fièrement sur le t-shirt. Voilà, j'essaie de faire les deux. Quand je fais des séances, il y a aussi mon côté geek qui ressort. Donc, on va y venir, parce que voilà. Voilà, j'aime bien allier passion et aussi ésotérisme. C'est une énergie aussi, donc c'est intéressant de la mélanger. La phonétique est importante pour toi, là, sur les runes? Oui et non. Pour moi, c'est plutôt l'intention qu'on y met. D'accord. La phonétique, on n'a pas tous la même, comme je disais tout à l'heure, la même façon de prononcer certains mots. Donc la phonétique, à un moment donné,
suivant comment on prononce, puis on a des tics de langage, donc c'est surtout l'intention qu'on y donne. Okay. Un panthéon qui est large, hein. Je ne me suis pas penché sur tous, mais quand j'ai commencé à regarder, je te parlais de phonétique à l'instant, parce que là encore des prononciations bien singulière, et puis une foultitude là aussi de divinités, de dieux, de demi-dieux. Il y a du monde. Hein. Il y a du monde. Rien que pour le premier des dieux, Odin, on peut l'appeler Odin. Oui, j'y porte Wotan. Exactement. Voilà, il y a à un moment donné, il y avait aussi plusieurs noms, parce qu'il se faisait aussi passer pour un vagabond des fois à certains moments quand il était sur la terre des humains. Donc ils ont plein de noms. Et toujours pareil, suivant la région où on se situe, les noms peuvent varier. Alors, forcément, force est de constater qu'aujourd'hui, autour de ces... Toi, tu considères que la 25e rune est efficiente, enfin... Oui et non. Oui et non. Oui et non. On va dire les 24, on va rester sur... C'est parce que dans la mythologie nordique, il y a vraiment un lien avec les nombres aussi. On retrouve beaucoup le 3, le 6, le 9 et le 8. Le 8 vraiment est important. Donc, quand il y a 24 runes, on a vraiment un multiple de 8 et un multiple de 3. Si on met à 27 runes, ça vient chambouler l'équilibre. Le chiffre 7 n'était pas finalement... Alors le chiffre 7, c'est plus lié à la magie. D'accord. Le chiffre 8, c'est vraiment plus lié à la stabilité. Le 3, c'est une porte. Le 6, c'est un passage. Et le 9, c'est l'accomplissement. Le 7, c'est vraiment le côté magique, mais on a voulu mettre quelque chose de magique en plus sur quelque chose qui est déjà magique. Et justement, cet équilibre au niveau nombre vient déséquilibrer les choses. Les nombres n'ont rien à voir avec une forme de numérologie de l'écriture. Non, c'est encore différent. C'est encore autre chose. C'est encore différent. Alors, on ne va pas perdre tout le monde aujourd'hui, parce que le but n'était pas de rentrer sur une thèse, forcément, sur les runes, on dit, les runes, on les rattache réellement quoi? On dit viking, on dit scandinave, quel est le... Alors, viking, scandinave, les vikings étaient scandinaves. Voilà. Mais aujourd'hui, si je dois dire rune, on dit rune tout seul, parce qu'on n'a pas à les rattacher à... Après, les vikings, ils ont récupéré un système d'écriture. Les vikings faisaient partie du Moyen-Âge. Le système d'écriture runique, la première trace écrite date du 2e siècle de notre ère. Donc, pour un système d'écriture qui est quand même assez complexe, il y a 24 caractères, il faut quand même un historique intéressant derrière. Donc on peut supposer que c'était même avant notre ère, sachant que les Vikings, c'était vraiment Moyen-Âge. On va rentrer dans ton art, Gwenaëlle. Un petit clin d'œil aussi à cette histoire, à cette archéologie moderne. On a vu aux États-Unis qu'au test, j'ai plus forcément le lieu, cette tombe avec des inscriptions runiques qui étaient finalement trouvées, qui remettaient finalement le jeu de la découverte des États-Unis, enfin de l'Amérique, vais-je dire, à bien plus tôt, bien sûr, que Christophe Colomb. Et on l'évoquait ensemble aussi dans l'interprétation, là aussi, de danse. On l'évoquait, cette danse, les pieds suspendus. C'est ça. Que font on peut faire un parallèle avec le dieu Odin qui s'est pendu pendant 9 jours et 9 nuits pour récupérer le savoir des runes à l'arbre de vie qui est nommé Yggdrasil dans la culture nordique. Exact, ouais. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve en Amérique du Sud. Voilà, donc c'est quand même des choses assez étonnantes. Alors, on l'a vu, on ne va pas se pencher sur cette écriture, on va rentrer sur une autre phase de l'écriture parce que on est tous entre raison, inconscient et divin. Donc, si ces symboles, si ces runes servent, en tout cas, tu les utilises, toi, dans une démarche divinatoire? Oui, je les utilise vraiment dans une démarche divinatoire. Alors, de visu avec les gens. En arrière-plan, je les utilise d'une autre manière aussi. Ça m'arrive de créer des petits talismans de protection pour les gens. Mais si je viens de consulter, ce qui va être le cas là, pour notre émission, on va pas tout dire, mais on va en dire suffisamment. Tu vas utiliser cet univers en utilisant des cartes, en utilisant ces symboles runiques, un plateau. C'est ça. Tu vas me transporter dans un univers qu'elle tient et là, des choses, comment dire, se font. C'est ça. J'aime pas rester, comme je disais tout à l'heure, j'ai mon côté geek, j'aime pas rester dans une case. Donc j'utilise les runes, mais j'aime bien aussi mélanger un petit peu tout ce qui se fait autour dans le monde. Donc j'ai créé justement un oracle pour faire des guidances sur l'instant présent de la personne. Cet oracle-là. Cet oracle-là. Le visuel du dos va changer un petit peu, ce n'est qu'un proto. Donc là, je suis en phase de financement participatif. On en fera cas, oui. Donc voilà, c'est vraiment un oracle qui est composé de 72 cartes
Et comme je le disais tout à l'heure, il y a 24 caractères dans les runes. Et je les ai fait liés avec la notion de chakra. Les 7 chakras qu'on retrouve dans toutes les cultures un peu asiatiques. Comme une rune a un petit peu un côté plus divinatoire, la définition ne peut pas s'arrêter sur une chose. Donc je les ai faites liées à 3 chakras. D'où le côté 72 cartes, 24 x 3, 72. Voilà. Donc voilà, donc j'ai vraiment mélangé les chakras, j'ai mélangé aussi d'autres choses parce que j'aime bien faire aussi des passerelles. Alors on parle de guidance ensemble, hein, Gwenaël. Voilà. C'est pas de la voyance, c'est pas du tout le même sujet. Il y a une frontière quand même. Hein. Il y a une frontière et suivant les personnes, elle est toujours différente. C'est pareil. Il y a beaucoup de porosité, ça nous le savons. Voilà. Mais cela dit, la guidance apporte finalement, c'est pas de la clairvoyance non plus. Tu vas interpréter un ensemble de. Là, c'est vraiment transmettre le message dont la personne elle a besoin dans l'instant. Vraiment, je dis besoin, pas envie d'entendre, mais besoin. Voilà. Quand elle se sent perdue. C'est-à-dire qu'on va venir réactiver des choses chez la personne, donc ça fait aussi office de soin énergétique. Donc, ne t'étonne pas si tu es un petit peu fatigué derrière. Pas grave. C'est normal. Voilà, donc c'est vraiment dans l'instant présent, on se sent perdu dans la vie, c'est un peu tumultueux, donc on refait le point, on retransmet un message. Le côté voyance, ça je l'utilise différemment avec les runes. Là, on va venir avec le pendule, avec les runes et un tarot, et on va, suivant le questionnement de la personne, les runes vont me donner une temporalité dans les 12 mois à venir, sur le questionnement de la personne. Mais là, vraiment, ici, purement, avec cette création, c'est vraiment le message dans l'instant. Bon, je fais ce que je ne fais pas habituellement, mais des personnes nous écoutant, on veut te consulter. Tu officies en tant que profession libérale, puisque aujourd'hui, c'est une pratique. On l'évoque comment guidance, quoi, tout simplement. Voilà, guidance, je suis magnétiseur à côté, donc voilà, c'est vraiment de la guidance. On va se prêter au jeu pour que tout le monde comprenne bien. Alors, ça sera moi forcément qui va... donc, je t'évoque éventuellement un sujet, j'ai quelque chose... Non, sans questionnement. C'est vraiment le message dans l'instant. Eh ben, parce qu'un questionnement va sous-entendre une certaine réponse, qu'on veuille entendre ou non. Entendu. Malgré tout. Donc, je te laisse mélanger les cartes si tu es d'accord. Je pose ton micro et je te laisse mélanger les cartes. Il y a un sens, non? C'est comme tu veux, c'est ton tirage, tu mets ton énergie sur les cartes. J'arrête quand je le sens. Dès que tu en as marre, tu arrêtes. Et dès que tu en auras marre, tu vas poser une carte, toujours face cachée, là, je vais arrêter. Sur chaque cercle de couleur. Je pose le jeu au central? Non, tu peux le poser où tu veux. Et là, tu vas me poser une carte face cachée au hasard. Sur chacun des cercles de couleur. Pas forcément la première. N'importe. C'est moi ton tirage. C'est moi qui sens le... D'accord, c'est intéressant. Donc là, je vais distribuer combien de cartes en tout? Il y a 7 cercles de couleur, donc il y aura 7 cartes. 7 cercles de couleur, ok. On revient au 7 que je t'évoquais tout à l'heure. Le 7, non, là on est plus lié aux 7 chakras principaux. Ah oui, toujours c'est les 7 chakras. Dans la culture asiatique. Là, pour autant, ils sont là, hein, c'est les 7. Voilà. Le côté magique aussi. Il y a les couleurs de l'arc-en-ciel, presque. Justement, c'est les couleurs des 7 chakras. Voilà, je les vois. Bah écoute, je crois que, Gwenaël, je vais remettre le jeu. Il t'en reste une. Il m'en reste une que j'ai oubliée. Bah oui, regarde, le jaune. Comment se fait-il que je l'ai oublié? Voilà, je pense que mon tirage est fait. Je t'ai posé cette carte. Alors, ça c'est toi actuellement. Dans 5 minutes, ça pourrait changer. La logique du soin, des valeurs en énergie, chacun les perçoit d'autant plus qu'on vient de passer un moment un peu compliqué avec la Covid. Tes retours, toi en tant que praticien, tu le sens, tu sens que tu charges les gens, enfin tu sens qu'il y a un véhicule qui passe? Oui. On sent aussi que les gens en ce moment, ils sont en perte de vitesse émotionnellement, ils sont fatigués de tout ce qui se passe. Ils ont envie que ce soit derrière eux, ça peut se comprendre. Et ils ont besoin de se ressourcer. C'est important pour eux de revenir à ce qu'ils sont réellement. C'est très important. Aujourd'hui, on vivait dans une société où on nous a dit voilà, il faut toujours avoir peur du lendemain. Maintenant, on est plus dans l'instant présent. Très bien. Alors, c'est peut-être le point positif qu'il faut en retirer, justement. Ce que je trouve très plaisant, et j'invite tout le monde finalement à certainement te rencontrer, c'est que ça nous sort de nos sentiers. On peut avoir, pour ceux qui
on pratiquait des tirages, on va dire, on s'habitue à quelques symboles, on s'habitue, on les interprétateurs de surcroît. Là, j'avoue que sur ce tirage, je ne pouvais pas me fier à une quelconque préinterprétation, ne connaissant pas ton travail. Donc, on se laisse totalement inspiré par tes formes, par les valeurs aussi, c'est ça qui est intéressant. Et je trouve qu'en termes de guidance, justement, tu offres de nouveaux parcours et un nouvel écho. Après, chacun y trouvera ce qu'il doit venir chercher. J'y offre la vérité, parce qu'on est chaque praticien, même si on fait des choses similaires, on est tous différents, on a tous des pratiques différentes. Donc j'avais aussi envie d'apporter ça et faire des choses aussi qui me correspondent moi. J'aurais pu prendre un autre oracle, ce que je l'ai fait pendant quelques temps, mais je ne me sentais pas en accord avec moi-même. Bien sûr. Je pense que cette équation et cette adéquation sont certainement des démarches fondamentales. On va s'arrêter aujourd'hui, Gwenaël, ici, parce que concernant Pendule et autres, on se reverra pour ça, chaque chose en son temps. Je voulais qu'on attire l'attention aussi, tu l'évoquais, un oracle, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement, on peut t'aider. Parce que tu as lancé une campagne sur Ulule. Elle est baptisée comment, cette campagne? C'est Oracle Pop Runique. Pop Runique. Voilà, avec des tirets entre chaque mot. Oui. De toute façon, je vous filerai le lien pour ça. Et il reste 40 jours pour la campagne si les gens veulent participer. Alors après, même juste en parler autour de vous, c'est déjà très énorme. C'est énorme, vraiment. Allez, pour qu'on ait envie de... C'est Noël avant l'heure. En contrepartie, une belle contrepartie. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que souvent, sur les Ulule, on aide. Il y a des contreparties. Alors, la première contrepartie, c'est les remerciements, si vous voulez. C'est important. 5 €. Voilà. Mais un peu plus. Un peu plus, 35 €, vous avez l'oracle. Bon, ça vaut le jus. Voilà. Ensuite, pour 40 €, il y a des petites contreparties en plus. 35 €. Voilà. Ce que j'ai voulu, c'est vraiment faire quelque chose qui soit abordable à tout le monde. Parfait, Gwenaël. Donc, c'était vraiment important. Donc, si tout le monde en met un petit peu, on arrivera tout de suite à la somme. On va se retrouver dans peu de temps, parce qu'il faudra qu'on soit à la somme. Ça sera imprimé en France, en plus. Oui, par un imprimeur qui est à Saint-Aignan-de-Grandlieu. Donc, c'est vraiment à côté. Donc, j'ai vraiment voulu miser sur le local aussi. Déjà, comme ça, j'ai l'accès à tout. Et puis voilà. C'est génial quand l'oracle, on l'a sous la main, quand en plus l'oracle a fait son propre oracle. Oui. Combien de temps t'a-t-il fallu pour déjà te nourrir, te sensibiliser sur toutes ces couleurs, ces images, ces énergies? La source d'idées, ça fait 2 ans. Mais vraiment, les premiers visuels ont démarré au premier confinement l'année dernière. Donc, des visuels nocturnes, des visuels de jour, c'est du songe, c'est un peu de tout. Un peu de tout. Je me suis remis au pastel, j'ai dessiné, ça faisait longtemps que je n'avais pas redessiné. Et puis après, les visuels, ils ont évolué avec le temps. Là, on voit qu'ils ont été fait vraiment retravailler en informatique. Donc, 1 an et demi. Vraiment 1 an et demi pour le démarrer au premier visuel jusqu'à maintenant, ce qu'on fait. Alors, ton oracle, en attendant, il est aussi en démonstration au chaudron, il est en démonstration au chaudron. Ça, c'est important. Donc, vous pouvez en profiter. Voilà, ou à la boutique aussi au Réveil du Soir. Au Réveil du Soir à Sainte-Luce. Bon, moi, en attendant, je vais révéler mon étoile. J'aime bien mon étoile. En plus, elle est merveilleuse. Autorise-toi de briller. Je vais m'autoriser de briller, voilà. Merci, Gwenaël, pour ce premier pas, parce qu'il en faudra d'autres, bien évidemment, au cœur des runes. On l'a vu, bien sûr, toutes ces civilisations sont là. Elles nous titillent, je dirais, l'esprit, notre divin. C'est l'occasion, finalement, de s'y confronter. On te retrouve, on mettra les coordonnées. On se dit à bientôt, Gwenaël. Et puis, vous savez qu'il y a un oracle au bout de la course, 40 jours encore, c'est peu, mais on vous attend. À bientôt. À bientôt. Au revoir.